Bonjour à tous et bienvenue sur Rêve. Voici venu le temps des cris et des hurlements. En anticipation à la fête des citrouilles et des morts, je vous propose de nous pencher sur 3 références troublantes, voire inquiétantes à la mythologie et au folklore dans les jeux vidéo. Le Wendigo. Que ce soit dans World of Warcraft, les Final Fantasy, Until Dawn ou encore The Witcher 3, le Wendigo est une créature assez récurrente parmi les créatures horrifiantes. Si vous le trouviez déjà flippant, attendez de connaître sa véritable description. Dans la mythologie algonquienne, quand une personne se livre à des actes de cannibalisme, une malédiction la frappe. Elle devient un Wendigo. Vous voyez le supplice de Tantale? C'est plus ou moins dans le même style. Le Wendigo ressent une faim tenaillante constante à tel point qu'il lui est impossible de penser à autre chose qu'à se nourrir. Et s'il mange une personne, il grossit instantanément en proportion de ce qu'il vient d'avaler, et ce au prix d'horribles douleurs au niveau du ventre. Et sa croissance terminée, le Wendigo ressent à nouveau la faim comme s'il n'avait rien mangé. Le Wendigo vit dans un état constant de famine et de gavage, incapable de se soulager et condamné à souffrir pour l'éternité à moins qu'une personne ait la pitié et la possibilité de le tuer. N'oublions pas qu'en fonction de ce qu'il a mangé, un Wendigo peut être 2 à 3 fois plus massif qu'un être humain normal. Et si vous vous sentez en sécurité parce que vous n'avez et ne comptez jamais manger personne, permettez-moi de vous plonger dans l'inquiétude. L'esprit d'un Wendigo peut posséder un être humain. Dans vos rêves, si vous voyez un Wendigo ou entendez son appel, vous avez de fortes chances de vous retrouver frappé par cette malédiction. Vous allez devenir progressivement asocial, puis violent et enfin obsédé par l'envie de manger la chair humaine. Typiquement, le Wendigo est décrit comme un être squelettique, à la peau desséchée et au teint grisâtre d'un cadavre. Ses lèvres sont en lambeaux et souillées de sang, marque indélébile de ses crimes passés. Les yokai. On va repartir sur une franchise connue de tous, Pokémon. Comme vous le savez, les Pokémon existent sous toutes les formes. De l'animal comme Caninos ou Goéliz, en passant par les monstres et les fantômes comme Magmar ou Fantominus, jusqu'aux objets comme Troussolin ou Monorpal. Étymologiquement, yokai est composé des kanji yo qui signifie séduisant ou ensorcelant et kai qui signifie apparition ou encore mystérieux. Le terme yokai désigne de manière générale les manifestations spirituelles, paranormales ou magiques. Et quand on sait que les Pokémon sont capables de déchaîner les éléments, il est très facile de comprendre que c'est bien la mythologie des yokai qui a inspiré leur création. S'ils ne sont pas tous malfaisants, la plupart cherchent à posséder les humains pour les dévorer ou les tourmenter en les possédant. Certains yokai se repaissent des sentiments négatifs comme la peur, la tristesse ou la colère. Certains humains peuvent devenir des yokai après leur mort si leur esprit n'est pas apaisé. Ce type de yokai est d'ailleurs appelé yurei. Cela explique notamment la description de Tout à fait qui indique qu'il avait été humain. Et afin de rendre justice aux Pokémon objets qui ont été sujets de pas mal de railleries, nous allons parler un peu plus en détail des yokai objets Tsukumogami. D'après le mythe, lorsqu'un objet entre dans sa 100e année d'existence, il peut développer une sorte de rancœur et se charger en ondes négatives propices à attirer un esprit. Dans ce genre de cas, l'esprit possède l'objet qui prend vie. Les Tsukumogami sont rarement malfaisants en soi. Ce sont avant tout les esprits frappeurs, mais leurs farces peuvent souvent se révéler dangereuses, voire létales. D'ailleurs, il va bien le pendentif de votre grand-mère ? Les étapes du deuil. Majora's Mask est sans nul doute le titre le plus sombre de toute la franchise Zelda. On y parcourt un monde étrange et angoissant, et on n'a que 3 jours pour empêcher un cataclysme qui mettrait fin à toute vie, la chute de la lune sur ce monde. Mais certains éléments mènent à penser qu'en réalité, Link est en train d'entamer son voyage initiatique vers l'au-delà. En effet, au début du jeu, il tombe dans ce qui semble être un gouffre sans fond. Le monde que Link est amené à parcourir à son réveil est composé de 5 régions, et chacune a des particularités qui font penser aux étapes du deuil. Link commence réellement son aventure à Bourg-Clocher, une ville au-dessus de laquelle plane la menace de la lune qui s'écrasera dans 3 jours. Les habitants sont complètement insouciants face à ce problème et sont même en train d'organiser le carnaval. Cette ville représenterait la première étape du deuil, le déni. Les marées sont la seconde étape du voyage. Les Mojos sont dans une colère monstre. Ils vous sont hostiles et s'apprêtent à mettre au bûcher un singe accusé d'avoir empoisonné les eaux. C'est bien évidemment là la représentation de l'étape qui est la colère. Link se rend ensuite au pic des neiges. Les Gorons meurent de froid à cause de la malédiction de Skull Kid. Vous faites face à Darmani, un héros Goron mort pour avoir voulu s'attaquer aux sorciers. Il vous prend pour un magicien et vous implore de le ramener à la vie. C'est l'étape de la négociation. Le prochain endroit est la Grande Baie. Les auras sont en voie d'extinction à cause du réchauffement des eaux de l'océan. La musique y est particulièrement déprimante. Vous l'aurez compris, c'est la dépression. Et pour finir, la vallée d'Ikana est la dernière étape du voyage. Vous n'y croiserez plus un seul être vivant, seulement des morts ayant embrassé leurs conditions. C'est l'étape de la résignation, de l'acceptation. Le monde que parcourt Link serait donc un purgatoire, un voyage durant
durant lequel il devra faire face aux épreuves des étapes du deuil avant de pouvoir vaincre Skull Kid pour l'empêcher de faire s'écraser la lune. Et j'aimerais d'ailleurs rajouter quelques points à cette analyse. Le monde que Link parcourt s'appelle Termina. Il y a une notion de terminus, de fin, d'achèvement. Et la lune représente selon moi la sanction. On n'a que 72 heures in-game pour terminer le voyage et empêcher le cataclysme. Un autre aspect qui vient renforcer cette idée de purgatoire est l'aspect du rêve, plus particulièrement celui des masques. Il y a une vingtaine de masques à récupérer. On peut y voir une référence à la théorie de Freud, selon lequel nous incarnons tous les personnages de nos rêves. Enfin, il y a Skull Kid, le gamin sorcier qui veut faire s'écraser la lune. Comme je l'ai dit précédemment, si la lune s'écrase, vous recommencez votre voyage initiatique du deuil à la première étape. J'extrapole peut-être un peu, mais il y a une symbolique que l'on pourrait interpréter ici. Et si Skull Kid était la part de Link qui refusait de mourir? C'est en effet par ses actions que notre voyage est difficile. Les régions traversées ont été altérées suite à ses actes. Nous contrôlons la part de Link qui veut lâcher prise, qui veut avancer et faire la paix avec lui-même. Et Skull Kid serait cette part de nous qui refuse d'accepter les choses et fait de son mieux pour retarder l'échéance. Majora's Mask est bien une allégorie à la mort et au deuil, mais du point de vue du défunt et non de son entourage. Cette vidéo sur les références troublantes dans les jeux vidéo est à présent terminée. Si vous connaissez d'autres exemples, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Nous pourrions peut-être les traiter dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, d'autant plus si ce n'est pas la première vidéo que vous vous surprenez à apprécier. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo.